Alors, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence des diplômés en communication de l'Université d'Ottawa. Mon nom est Luc Bonneville, je suis le directeur du département de communication à la Faculté des Arts. J'aurai également le rôle de maître de cérémonie aujourd'hui. I'm happy to welcome you all to this very special edition of the Alumni Talk. A warm welcome to our special guests, Manon Genet et Patrick Lagacé. Also with us today, Kevin Key, Dean of the Faculty of Arts, who will speak to us shortly. Jennifer Lennox-Therion, Vice Dean Student Affairs, Faculty of Arts. Pierre C. Bélanger, Full Professor, Department of Communication. Luc Dupont, Associate Professor, Department of Communication. Isaac Naon-Serfati, professeur agrégé, aussi du département de communication. Dwayne Green, President and Chief Executive Officer at Franklin Templeton Investments Corporation. Caroline Fabre, bienvenue, rédactrice en chef, Journal La Rotonde. Et Carlos Plata, donc premier récipiendaire of the Manon Genet and Patrick Lagacé Scholarship for Students in Communication. Before we start, avant de commencer, voici quelques détails d'intendance pour vous, pour tous les participants. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Alors, vous aurez remarqué que vos micros et vos caméras sont volontairement désactivés. Alors, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez taper vos questions directement dans la boîte Q&A. Donc, mon collègue Isaac Naon-Serfati va être le modérateur, en fait, tout au long de la causerie, qui devrait se terminer vers 12h55, 13h environ. Avant de vous présenter le tout premier lauréat de la bourse Manon Genet et Patrick Lagacé pour les étudiantes et les étudiants en communication, j'aimerais sans plus tarder inviter le doyen de la Faculté des Arts, Kevin Key, à nous souhaiter la bienvenue. Please welcome the Dean of the Faculty of Arts. Merci Luc. Chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir sur le campus, que nous soyons sur place ou en ligne. So hi everybody and welcome to the Faculty of Arts online today. We pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land, and we acknowledge their long-standing relationship with this territory which remains unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. We acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le département de communication occupe une place toute spéciale à l'université. The increasing numbers of our students interested in our programs and the quality of our alumni make us so, so proud. Nous sommes en présence de deux excellents représentants aujourd'hui. Manon et Patrick, je vous souhaite la bienvenue et je salue votre travail. Votre impact dans le milieu du journalisme et des relations publiques au Québec et au Canada est indéniable. Je vous dis aussi merci. Merci de votre contribution très tangible au succès des étudiants de l'Université d'Ottawa. Thank you. The Communication Alumni Talks is and has been a well-established tradition for 15 years. And of course, the formula had to be adapted this year due to the pandemic. But I am delighted and I want to congratulate the committee for staying the course to nurture and support the links between our students and our graduates. Les occasions de célébrer nos succès ensemble sont plus précieux que jamais. Je profite de l'occasion pour souligner les efforts du comité, des professeurs et des membres du personnel qui sont passés à une offre de cours complètement en ligne en septembre
et qui font en sorte qu'un événement comme celui-ci ait lieu. Students, for your part, you have answered the call in great numbers and growing numbers. Well done. And I welcome you, I salute you, and I invite you to make the most of this event and this talk today. Aux nombreux diplômés des arts et des communications qui sont aussi présents, votre participation nous fait chaud au cœur. Merci. So welcome. It's great to see you. Enjoy the talk. Bienvenue et bonne causerie. Thank you so much, Dean Key, for this warm welcome. Alors, nous sommes tous évidemment impatients d'entendre ce que nos experts ont à dire des médias et des relations publiques en 2020. Mais juste avant, je voudrais dire quelques mots, évidemment, à propos de nos deux conférenciers pour témoigner de leur engagement envers leur milieu ainsi qu'envers leur institution. Alors, je fais référence ici à la création de la bourse qui porte leur nom, la bourse Manon Genet et Patrick Lagacé, pour les étudiantes et les étudiants en communication. As we all know, our undergrad studies are typically a seminal moment in our personal and professional growth. For Manon and Patrick, the bursary that bears their names is their way to give back, and I would say to contribute to helping those who are in need of a little financial push. It is intended primarily for those students who are involved in extracurricular activities that deal with communication in any way, shape, or form. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons le premier récipiendaire de la bourse Manon Genet et Patrick Lagacé pour les étudiantes et étudiants en communication. Alors, Carlos Andrés Rivas Plata Castro. So, Carlos is currently a third-year student in the Joint Honors BA in Communication and Sociology. Il est originaire de Lima, au Pérou. He is passionate about Latin dance and music, and he loves to travel and discover new ways of experiencing life. He was the president of the University of Ottawa Salsa Club during the last academic year, and he is now planning to embark on new projects ahead, always, of course, in the field of the arts and culture. Félicitations, Carlos. I will now ask you, Carlos, to share a few words. Thank you so much. Thank you so much. I'm really happy and honored to be here celebrating this. My parents are also connected from Lima, Peru right now. I'm still in Ottawa currently. And I wanted to express my deep and sincere gratitude and appreciation for Manon and Patrick, both alumni of the University of Ottawa, for making a commitment to their past selves, for making a commitment to a student who, once they were in my shoes, once they were in my position, and for making a commitment to help and support young aspiring communication students, young aspiring communication professionals who are willing to make a change, who are willing to take action and serve and give back to their community in some way by using the tools that we have learned throughout the communication program. Tools that help us deconstruct the messages that we receive every day in our society, in our public sphere, and analyze them critically, but at the same time, to be able to construct and create narratives and new content that can not only serve the purposes or objectives of an organization, but also that can serve the interests of the public good, that can serve the interests of the common good, and advance and foster freedom of speech, freedom of expression, and freedom of thought, especially in times like the ones we're currently experiencing, like the ones we're currently living, times of crisis in which people sometimes may
forget their critical thinking skills because there's so much in fear and there's so much uncertainty going on right now around us that they cannot see clearly how certain media narratives can influence the perception of their reality. And that's when communication professionals come and step in to guide and to organize these collective meanings that we all share in our human collective. So once again, thank you so much for this opportunity, and keep up doing the beautiful work, because that's the only way we can get through this. So thank you, thank you, thank you, and merci. Alors, merci beaucoup, Carlos, et encore une fois, toutes nos félicitations. Alors, j'aimerais prendre le temps de m'adresser rapidement aux étudiantes et aux étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, très nombreuses. Outre la bourse Manon Genet, Patrick Lagacé, plusieurs autres bourses sont actuellement disponibles sur le site Bourse au pluriel en ligne. Alors, prenez note des détails présentement à l'écran. You have until October 31st to submit your application through online scholarships and bursaries, which can be accessed through the UOZone portal. Alors, place maintenant à nos trois grands professionnels des communications. Alors, professeur titulaire au département de communication, Pierre C. Bélanger va animer le prochain segment de la conférence. À titre d'information, professeur Bélanger travaille sur la métamorphose des modèles d'affaires des médias traditionnels et l'évolution du cadre réglementaire canadien. Alors, sans plus tarder, je vais céder maintenant la parole au professeur Bélanger. Merci beaucoup, Luc. Welcome, everyone. Thanks for making time in your schedule to attend this very special event. I'm particularly proud because there are two people that I used to work with way back then. A few minutes before we went live, I took the time to go and check the list of participants. And I was quite happy to notice that not only were there a number of current students attending this conference, but also, and for me most importantly, a fairly large representation of former students, alumni. Over the last few days and weeks, I kept getting emails saying, "Hey, Dr. B, I'll be there. Hope you're aging well." So, j'étais pas toujours content d'entendre ça, mais it's also a fact of life. Alors, with Patrick and Manon today, as you all know, we have this general theme that's been advertised, and we're going to take you through a path looking at the role that the evolution of media and connectiveness and all these exchange practices have undergone over the last 20 years, ever since they graduated about 25 years ago. So before we get into the discussion, I'd like to add some more informative notes about Manon and Patrick to give you people a sense of what can you do with a degree in communications. Very often your parents, your friends say, oh, are you going to be a TV host, or are you going to be doing advertising, or what have you? So let me give you a sense of the path that Manon, for starters, has undertaken. She graduated in, let me check my list, in 93. Manon's originally from Sherbrooke, Quebec. Et quand Manon a quitté le département, le premier poste qu'elle a obtenu, c'était attaché politique à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, tout de suite, il y avait une piste qui s'est dessinée de ce côté-là. Elle fait quelques années là-bas et ensuite, le vent a véritablement pris dans ses voiles. Elle a obtenu un poste avec Tourisme Québec comme directrice de cabinet, ce qui pour moi dénote à l'âge de 29 ans, gardons bien ça en tête, donc 4-5 ans à peu près, grosso modo après avoir être diplômé du département, décroche un poste avec déjà pas mal d'amplitude. Et par la suite, les choses s'accélèrent. Elle assume différentes vice-présidences, notamment comme
vice-présidente du Conseil canadien des distributeurs en alimentation. Vous voyez qu'on part de la politique, on s'en va en tourisme, on est rendu en alimentation. Fait quelques années là, ensuite continue au niveau de la vice-présidence dans une agence mondiale, cette fois-là. Et en 2011, c'est là véritablement où Manon marque un grand coup, capitalise sur toute son expérience et devient associée et cofondatrice de l'Agence de relations publiques TACT. TACT a des bureaux à Montréal, à Québec, chez nous dans l'Outaouais et au Saguenay, donne du travail à quelques 70 personnes et fait, à mon avis, qui est relativement important aussi, c'est la plus importante firme de relations publiques à propriété 100% québécoise, ce qui est déjà aussi une belle victoire de ce côté-là. Au fil du temps, laissez-moi prendre ma petite feuille ici, au fil du temps, l'agence TACT, à travers ses différents mandats, s'est mérité une dizaine de prix de toutes sortes, dont un très récent, dès la semaine dernière, une mention d'or de la Société canadienne des relations publiques. Aussi important de souligner, parce que ce n'est pas Manon qui nous le dirait, la Société des relations publiques octroie exceptionnellement, à l'occasion, des reconnaissances qu'on appelle platine. Donc, c'est au-delà de l'or. Et Manon fait partie des quelques rares récipiendaires qui a mis la main sur ce type d'honneur. Et pour moi, ce qui caractérise beaucoup le travail de Manon Genet, l'ensemble de sa carrière et le genre de femme qu'elle est, c'est quand dans l'une de nos communications au téléphone, elle me dit, tu sais, nous, TAC, là, en relations publiques, là, on a véritablement fait un bon job quand on disparaît dans l'ombre. It's not about us. C'est le projet, etc. Et pour moi, j'ai trouvé le tagline extraordinaire, l'efficacité dans l'ombre. Ça, c'est TAC Communication. L'autre conférencier aujourd'hui, lui, il ne fait pas vraiment dans l'ombre. Il y a, because la trajectoire de sa carrière, Patrick Lagacé aujourd'hui est un incontournable. Il est à l'avant-scène de l'espace public, tant au Québec que dans le reste du Canada. Patrick a été chez nous au département de 91 à 95, en plus d'avoir encaissé de nombreuses et cinglantes raclées au squash, alors qu'il tentait de me montrer à jouer. Patrick a surtout profité de son passage à l'université pour travailler pendant 5 ans à la Rotonde, différents postes, mais surtout les 2 dernières années à la Rotonde où il est devenu rédacteur en chef. Alors, vous voyez un petit peu déjà la semence qui est plantée. Patrick, donc, quitte le département, commence chez nous à Ottawa, dans la région, avec le droit, fait quelques années et se fait rapidement remarquer de par la pertinence, la qualité de ses articles et déménage, retourne à Montréal pour travailler avec le Journal de Montréal. Encore une fois, Patrick s'illustre et là, c'est la presse qui vient le chercher. Patrick travaille toujours à la presse et une de ses têtes d'affiche, un columniste de renom maintenant, dont les papiers sont lus. Je me suis toujours plu à penser, et c'est encore une fois pas Patrick qui nous dirait ça, mais Patrick est aujourd'hui un petit peu pas mal ce que Pierre Foglia était à une autre époque. C'est des gens qui disent ce qu'ils ont à dire et qu'à force d'être polis, on finit par s'ennuyer. On dit les choses telles qu'elles sont documentées, ce sont des opinions. Et sur ce plan-là, je vous lirai à la fin de mon petit laïus un paragraphe qui, pour moi, illustre beaucoup le sens de la carrière. On a bien sûr vu Patrick depuis plusieurs années à la télé, où il a fait ses débuts avec Les Francs-Tireurs, avec Richard Martineau, plus récemment, Deuxième Chance avec Marina Orsini, et bien sûr, depuis plusieurs années, Les Deux Hommes en or, avec notamment son complice de la première heure, Jean-Philippe Wattier, et depuis quelques années, Pierre-Yves Lord. À la radio, Patrick est maintenant un incontournable de la scène radiophonique à Montréal. Il est l'animateur du Québec maintenant au FM 98.5. C'est le show Drive Home, extrêmement couru par, évidemment, les gens de la grande région de Montréal et rayonne sur l'ensemble du Québec aussi. En 2017, les plus vieux parmi vous s'en rappelleront peut-être, Patrick est passé à l'histoire du journalisme canadien
la fameuse affaire Lagacé, où on découvre que les communications téléphoniques de Patrick Lagacé sont espionnées par le corps policier. Alors, vous comprenez que dans l'esprit de l'éthique journalistique, ça a posé problème. Le gouvernement fédéral est intervenu et on a légiféré. Il y a une loi pour protéger les sources journalistiques. C'était une contribution extrêmement remarquable de la perspicacité de Patrick, qui n'a pas laissé aller le morceau, puis ça, c'est inacceptable. De toute évidence, on lui a donné raison, puisqu'il y a des lois là-dessus. Patrick a gagné de nombreux Gémeaux pour ses émissions Franc-Tireur, 2 hommes en or, etc. Nomination en journalisme, des prix pour la liberté de presse, et je pourrais vous en parler encore plus longuement. Mais ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années chez Patrick, et qui fait la fierté du département, c'est que le magazine L'Actualité a écrit ceci à son sujet. Fin 2018, le magazine québécois L'Actualité écrit ceci au sujet de Patrick. Une seule chronique de Patrick Lagacé peut forcer les décideurs publics et politiques à ajuster leur tir, à procurer des services à un individu, un particulier, ou à bousculer l'ordre établi. La police a même jugé bon de l'espionner dans ce qui est devenu désormais l'affaire Lagacé. Sa signature dans la presse, son opinion à la radio, ses émissions quotidiennes maintenant à la radio et ses émissions de télé décuplent sa force de frappe. Et on termine le petit laïus en disant « sans contredit, le journaliste le plus influent du Québec ». C'est quand même pas ordinaire. Et le département, évidemment, s'en fait une fierté extrêmement importante là-dessus. En voilà, vous voyez les trajectoires que nos 2 diplômés ont empruntées au cours des années, sont aujourd'hui des personnes phares, des personnes ressources au sein de leur industrie, des gens qui sont dans la 2e moitié de la quarantaine maintenant, donc ont atteint une pleine maturité. Ils ont à peu près 20-25 ans de métier et c'est à partir de leur expérience aujourd'hui que je vais leur lancer un certain nombre de questions pour leur permettre de partager avec vous leur vision des choses aujourd'hui. On dit souvent, évidemment, avec le recul du temps puis tous les facteurs d'influence qui font ce que l'on est aujourd'hui, j'aimerais vous demander de faire l'effort. Êtes-vous en mesure d'identifier un élément de votre carrière aujourd'hui, de votre façon de fonctionner, que vous pouvez associer à votre passage à l'Université d'Ottawa, où ça aurait été la première fois où ce type d'étincelle se serait allumé, dire « Ah ouais, ça là, c'est l'Université d'Ottawa où j'en ai pris conscience la première fois dans ce type de réflexion-là. » On commence avec Manon. En fait, Pierre, bonjour. Merci pour la présentation. Si tu nous permets 30 secondes, Pierre, Patrick et moi, on voulait juste prendre quelques secondes pour vous expliquer un peu ça vient d'où cette idée de créer une bourse. Puis tant qu'à faire aussi passer le message, il y a plein d'anciens diplômés comme nous qui sont là. Donc, ça ne coûte pas si cher que ça, créer une bourse comme celle-là. Donc, ça vaut la peine de s'informer puis de voir un peu quelles sont les modalités. Donc, Pat, comme c'était ton idée, je voudrais pas prendre le crédit d'une initiative qui n'est pas la mienne. Fait que peut-être que tu peux un peu nous expliquer ça vient d'où cette idée. Deux personnes. D'abord, Pierre Bélanger qui m'a dit un jour, je pense que c'est quand je suis allé le visiter à la maison, m'avait dit, tu devrais peut-être penser à l'idée de redonner à l'université. Il y a des programmes de bourse, etc. Donc, première petite puce à l'oreille. Donc, merci Pierre, c'était une excellente idée. Et après, j'ai un collègue journaliste qui s'appelle Alec Castonguay, qui travaille à l'Actualité, qui intervient à Radio-Canada, et lui a fait un peu la même chose pour l'UQAM, pour l'Université du Québec à Montréal, a financé une bourse. Donc, disons, la convergence de ces 2 personnes-là, ça fait en sorte que là, j'ai enrôlé ma bonne amie Manon Genet, ma meilleure amie, que j'ai connue au département. J'ai dit, écoute, ce serait peut-être une bonne idée que toi et moi, on pense à cette idée-là. Donc, on a contacté le bureau des anciens à travers Pierre, je pense. Et à partir de là, la boule de neige a grossi, a fait l'avalanche qui nous amène aujourd'hui.
Alors, peut-être juste rajouter le côté, évidemment, que vous avez compris qu'on s'est connus à l'université et à la Rotonde. Je vais saluer la rédactrice en chef de la Rotonde qui est là. La Rotonde, oui. Salut. mène à tout, vraiment. Donc, quand Pat m'a parlé de ça la première fois, moi, ce que je trouvais super intéressant, c'était 2 volets. Le premier, Patrick et moi, on était, quand on était au bac, comptait nos sous. Donc, on aurait bien aimé tous les deux avoir une bourse de ce type-là. Donc, la première raison, c'était un peu la fierté d'être capable de faire cette bourse-là. Et la deuxième raison, je trouvais que c'était un clin d'œil fort sympathique parce que, bon, vous avez compris que Pat est un journaliste et que moi, je suis du côté plus de l'ombre un peu. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil aussi à nos expertises respectives. Des fois, les gens ont tendance à mettre les journalistes d'un côté et les gens qui font des communications de l'autre, alors que quand on travaille ensemble, ça a l'air un peu cliché ce que je vais dire, mais quand même, quand on travaille ensemble, sérieusement, on peut faire des grandes choses. Donc, je trouvais que la complémentarité de nos expertises, de mettre ça ensemble dans une bourse, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bien résumé. Cette précision, merci. Alors, donc, on revient à notre question. Est-ce qu'il y a eu une étincelle de votre passage à l'université qui vous a marqué et qui a influencé votre parcours, votre trajectoire vers la suite? Oui, en fait, je te dirais 2 choses. La première, je faisais un clin d'œil à la Rotonde tantôt. Pour vrai, là, être à la Rotonde, moi, j'ai réalisé un peu comment ça marche le journalisme. J'ai réalisé aussi à quel point on peut, comme journaliste, se faire pitcher 1000 affaires qui ne sont aucunement intéressantes. J'ai compris comment fonctionnait, tu sais, puis là, on avait dans le temps, vous allez comprendre qu'on est beaucoup plus vieux que vous. Donc, on faisait des journaux papier, là. Donc, le rythme, en fait, des nouvelles et tout ça. Ça, combiné avec, je te dirais, la proximité de la bulle parlementaire. Donc, moi, l'étincelle Ottawa, c'est vraiment, je te dirais, l'intérêt pour tout ce qui est sphère publique, à la fois tout ce qui est médiatique, mais évidemment tout ce qui est politique, l'espèce d'adrénaline de l'actualité, tout ça, c'est vraiment ce qui l'étincelle pour moi à Ottawa. Un peu en anglais, peut-être, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont anglo. I've always known that I wanted to be a reporter, even before I undertook the BA at Ottawa U. But I think the spark for me has got to be 2 things. The student paper, La Rotonde, that kind of gave me confidence that I could do that. And also professors that I've met. And I want to do a shout out to 2 professors, Pierre Bélanger, who's not per se a journalistic expert, but Pierre has always been someone who challenges his students. I'm sure he still does. And he basically gave me confidence in my abilities and my character, telling me in many ways that, you know, I had the drive to do that. And also Marthe Blouin. Marthe Blouin used to be a professor at Ottawa U. She died recently, and she was very, very good in giving me confidence that I could do this craft, which is a craft. You know, you can take classes in journalism and not become a journalist. You kind of learn the craft by doing it. But Ottawa U gave me this kind of, I don't want to say curiosity. I've always been curious, but I want to say an intellectual frame of mind, how to research ideas, how to document yourself. So yeah, I think that that's how the spark came at Ottawa U. Manon, Patrick, sachant ce que vous savez aujourd'hui, est-ce qu'on arrive dans un programme de communication à l'âge de 19-20 ans déjà avec une assez bonne idée de ce qu'on souhaite faire une fois le diplôme obtenu, ou est-ce qu'on découvre l'amour, la passion, la voix pendant le programme, ou all of the above? Ça c'est intéressant parce que Manon et moi, on a des parcours complètement différents là-dessus. I knew what I wanted to do when I set foot on campus. I'd known for 4 or 5 years. But Manon, I think, was not as
certain as to what she wanted to do. En fait, Pat savait ce qu'il voulait faire la journée où il a mis le pied à l'université. Moi, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire la journée où j'ai sorti de mon donc, on a effectivement des parcours différents. Le côté intéressant, je pense, du bac à Ottawa, c'est vraiment toutes ces influences-là qu'on peut avoir. C'est bon, pour les gens, Pat est rentré, il est allé à la Rotonde, il était journaliste, il est né journaliste classé. Pour le reste du monde, il y a quelque chose de très fun sur l'ensemble des... Quand on est, je pourrais dire, plus polyvalent que Pat, c'est une blague, mais vous comprenez que l'idée, c'est on est en contact avec plein d'influences, donc ça peut devenir difficile de choisir ce qu'on veut faire parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, à contrario, moi, je pense que l'université, pour moi, a été le moment et l'endroit où toutes les portes se sont ouvertes, ce qui est extraordinaire quand même. Bon, bien dit. Pat, j'aimerais que tu relates pour le bénéfice de ceux qui ne l'ont pas entendu, qui ne t'ont pas entendu le raconter à la télé, ce que tu faisais quand tu étais adolescent avec tes coupures de presse, puis tu essayais d'aider la police, dans le fond. Je trouve que c'est une anecdote qui est extraordinaire. Je te corrige, je n'étais pas adolescent, j'étais enfant. Enfant? Donc, j'avais 7-8 ans. Et je lisais déjà certains journaux, comme le Journal de Montréal. Et c'était à une époque où Montréal était une ville beaucoup plus violente. Et la police recherchait souvent des braqueurs de banque, des criminels. Et il y avait des avis de recherche dans les journaux. Moi, je les découpais, puis je mettais ça dans ma poche. Et ça inquiétait beaucoup mon père, qui trouvait ça dans mes poches. Donc, il avait interdit à mes gardiennes de me laisser lire le Journal de Montréal, sauf les sports. Donc, l'intérêt pour les journaux, ça m'est venu viscéralement et très, très jeune. Bon. Nature versus nurture. We often say that one's university studies is a great occasion to develop, establish our networking. We make friends, we're forced into teams to do joint papers and what have you, and very often, oftentimes we keep those relationships into our adult life. Are there any relationships, friendships that you've established while you were studying at Ottawa U that played a role subsequently in your professional career or personal life? People that you've met and whose qualities, abilities have been or have played a role in the success that you've achieved in your respective careers? Manon, veux-tu commencer? Ben non, mais vas-y. OK. I've through the student newspaper, I've made friends whom are still friends, and we became like a clan and a gang. And those guys were Jean-François Plante, Richard Dufour, Dominique Fugère, Martin Landreville, Bruno Genet. And, friendships are always important. So on a human scale, they were very important and still are important. But at the beginning of our careers, respective careers, one would, get hired on the night shift or on the weekend shift in some media outlet or whatever, and basically would make it so that we would once one guy was in, the other guys were in. We would always, have a good word with the editors and the bosses so that our friends would be hired. And that's how it works at the beginning, because you have basically, I don't want to say no talent. You have talent, but you have no experience. You're always the junior, and all you got is your stamina, your guts, the fact that you're willing to work 12-hour shifts and willing to work on the weekends. But someone has to open the door for you. So basically, these friendships, this circle of friends,
we were always referring each other. And that's how I first got in at Le Droit. That's how I first got in at Le Journal de Montréal after that, through these friendships that I made at the university. And I want to do, just before we go, just do a quick shout out. I heard a name at the beginning of the conference, Dwayne Green. Dwayne Green is on the line. Dwayne has never referred me for a job, but Dwayne was my first roommate at room 409 at Stanton Residence in the fall of 1991. It's the first person basically I met at university. And Dwayne never referred me for a job. I never referred him for a job. We work in different universities now, a big financial firm, Honcho. But it just goes to show how important campus life is also, apart from your studies, apart from what you can gain professionally. It was a very, very important part of life on campus, to be on campus. And I feel for students right now who have to go through, video conferences for classes, which are fine, but as we all know, are not, the best way to learn. True. Moi, en fait, j'ai pas, bien évidemment, là, vous avez compris que Pat et moi, ça date de l'université, que c'est still going, hein, ça donne une bourse aujourd'hui. C'est pas tant des personnes, je te dirais, que des caractéristiques plus de l'université. Puis, bon, évidemment, Pierre, tu es là, mais je le dirais même si tu n'étais pas là, donc ce n'est pas de la flagornerie. Il y avait ce prof-là que vous avez vous aussi maintenant, Pierre Bélanger, qui est tout sauf plate, donc, et qui est un bon exemple pour inculquer la passion de ce que les gens font dans la vie. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au bureau de Pierre qui m'a expliqué que ce que j'apprenais aujourd'hui était probablement plus valable demain ou la semaine prochaine parce que l'essence même des communications, c'est que ça change. Fait que sur le coup, j'étais un peu traumatisée, mais ça a été extrêmement utile dans la vie de comprendre ça. Donc, c'est une façon de penser, en fait, qui m'a aidée dans toute ma carrière. Et l'autre chose, je vous dirais, c'est un peu l'espèce d'esprit de gang ou de solidarité. Bon, Pat parle de son clan, mais un peu plus large même. Si on a à mettre une clôture, les relations publiques et les journalistes, on n'est pas du même côté de la clôture si on doit mettre une clôture, mais d'avoir côtoyé ces gens-là, les gens dont Pat parlait tout à l'heure, bien évidemment, il y en a plusieurs sont dans les médias où ils sont recherchés, où ils sont. Donc, c'est sûr que pour moi, dans mon travail, avoir ce réseau-là, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement utile et précieux, même, je vous dirais. Pat, voulais-tu renchérir là-dessus? Non, moi, ça fait le tour là-dessus. OK. Prochaine question. La grande majorité des gens qui sont avec nous aujourd'hui sont des étudiants actuels du département et de récents diplômés, etc. Vous avez terminé vos études formelles à l'université il y a à peu près 25 ans, grosso merdo. Vous êtes devenus des références, chacun dans votre domaine. Là, je vais vous demander de jouer le rôle de coach de vie. Demain matin, vous vous retrouvez devant ces gens-là, j'allais dire ces jeunes-là, mais effectivement, ils ont 25 ans plus jeunes que vous. Vous êtes un coach de vie. Quels seraient vos conseils les plus précieux que vous partageriez avec vous? Dites, là, pour les 2, 3, 4 prochaines années, tu vas être dans un programme de communication avec des cours complémentaires, etc. Moi, là, si j'avais à recommencer, là, je pense que maintenant, j'insisterais ou je m'organiserais pour, etc. Continuez-moi ces phrases-là. Vos conseils de Big Brother, de coach de vie. D'abord, c'est important dans notre domaine d'avoir une forme d'expérience pratique, même à l'université. Donc, je dirais, impliquez-vous à fond dans la vie parascolaire. Moi, ça a été la rotonde. Ça aurait pu être autre chose, mais la rotonde m'a permis de faire du journalisme. Donc, ça, c'est extrêmement important. Après ça, les cours, si ce que vous voulez faire, c'est devenir professeur de communication, bien là, il faut faire la maîtrise, il faut faire le doctorat. Donc, à ce moment-là, c'est un autre chemin. Il faut probablement mettre
plus d'efforts dans les cours que j'en ai mis. J'ai pas mis 100% de mes efforts dans mes cours parce que à un moment donné, j'ai compris qu'avoir 75%, mais de m'impliquer ailleurs, ça avait probablement plus de valeur pour moi d'avoir 95% et de ne pas m'impliquer ailleurs. Pour avoir 95% dans mes notes, je n'aurais pas pu m'impliquer comme je m'impliquais à la Rotonde. Donc, ça, c'est le premier conseil à l'université. En sortant de l'université, mon meilleur conseil, c'est d'abord, ayez pas peur de déranger. Moi, j'ai eu peur de déranger en sortant de l'université. Ne pas avoir peur de déranger, c'est d'appeler des rédacteurs en chef puis de dire « je veux travailler ». Je suis prêt à travailler dans la nuit de dimanche à lundi, mais je veux travailler. Donc, ayez pas peur de déranger. Le métier de journaliste, c'est un métier où on doit déranger des gens. Première chose. Deuxième chose, vous dites oui. Quand on vous offre une job à Regina, vous dites oui. Quand on vous offre de travailler à la Pige, vous dites oui. Quand on vous offre de travailler samedi soir pour 3 heures, pendant 3 heures, dans la salle de rédaction d'un hebdo, vous dites oui. Parce que si vous dites non, vous ne prenez pas d'expérience. Puis vous avez énormément de bon vouloir, vous avez ce qu'on appelle de la drive, mais vous n'avez pas d'expérience. Donc, il faut en prendre de l'expérience. Si vous attendez que la presse vous offre un emploi permanent, lundi au vendredi, de 9 à 5, vous allez attendre longtemps. Et en fait, quand on va vous l'offrir, vous n'aurez pas d'expérience, donc vous ne serez pas bon. Donc, vous ne resterez pas. Fait que mes conseils, ce serait ça pour l'université et pour la sortie après. Et je vais ajouter un troisième conseil. Écoutez plus que vous parlez. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Allez chercher des conseils. N'ayez pas peur. À votre âge, quand vous commencez, il y a plein de gens qui vont être bienveillants, qui vont vouloir vous aider puis vous conseiller, mais il faut cogner à la porte. Il faut avoir l'humilité d'accepter les conseils. Mon Dieu, tout ce qu'il dit, je suis toute d'accord, mais je vais rajouter quand même. Je vous dirais, pendant que vous êtes au bac, ça a l'air vraiment nono, mais mon Dieu, have fun! C'est extraordinaire, le bac à l'Université d'Ottawa. Fait que le premier conseil, là, ça passe comme ça. Profitez-en, ayez du fun. Et une des façons d'avoir du fun, c'est d'essayer. Vous pouvez essayer plein de trucs à l'Université d'Ottawa. Bon, oui, on parle beaucoup de la Rotonde, mais dans mon temps, j'avais fait de la radio. Vous pouvez essayer, il y a plein de trucs. Fait que vous êtes capable de toucher à tout, d'essayer tout. C'est vraiment un écosystème qui vous permet d'apprendre un petit peu de tout. Donc, toucher à tout pour être capable de voir ce qui vous intéresse, ce qui va vous intéresser le plus. Puis, je vous dirais aussi, essayez d'aller vous chercher un peu de contenu dans certains secteurs. Moi, puis je ne sais pas s'il y aura peut-être une question là-dessus éventuellement, mais quand je suis sortie de mon bac, je trouvais que je savais beaucoup comment bien dire les choses, mais je n'avais pas grand-chose à dire. Donc, si vous pouvez essayer de prendre des cours de politique ou des cours de ce qui vous intéresse, en fait, un peu en de side pour aller vous chercher un peu de contenu pendant que vous faites votre bac, ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et en sortant du bac, moi, ce que je vous dirais, c'est faites extrêmement attention à votre nom. Quand on sort du bac, on est jeune, on a l'avenir devant nous, c'est super, mais votre nom va vous suivre toute votre vie. Vous allez changer d'emploi, vous allez changer de créneau, mais vous avez votre bien le plus précieux, c'est votre nom. Puis vous allez voir, des fois en communication, en relations publiques, c'est de moins en moins vrai, mais il y a parfois des gens qui sont de l'extérieur de notre secteur qui ont l'impression que ce à quoi ça sert les communications ou les relations publiques, c'est à faire un spin, c'est-à-dire à prendre une mauvaise décision et à la spinner jusqu'à temps qu'elle devienne bonne. Ne faites pas ça, gardez votre nom. Ce qui fait que quand vous allez être plus vieux, la valeur que vous allez avoir va tenir évidemment au réseau que vous allez avoir, mais à la crédibilité que vous allez avoir. Donc, je vais dire, à contrario de Patrick qui disait oui tout le temps, vous devez dire oui tout le temps. Dites oui tout le temps qu'on vous offre des jobs le fun, mais si on vous fait faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise et que vous le savez, là, que vous êtes en train de ou mentir, puis on sait, personne ne ment jamais, mais d'arranger un peu les choses pour que ça passe plus facilement, faites attention à votre nom. Donc, c'est le conseil que je vous donnerais pour débuter et persévérer dans votre carrière, c'est votre nom. Je voudrais revenir, merci Manon. Je voudrais revenir, Patrick, tu disais, quand on vous demande ceci, c'est oui. C'est oui. Vous avez été relativement chanceux. Patrick, tu peux peut-être ouvrir une parenthèse parce que vous avez toujours opéré dans des grands centres.
Manon, tu es passé d'Ottawa à Montréal, à Québec, etc. Patrick, tu as toujours joué dans un grand circuit. On a un de nos anciens diplômés, Denis Bourgard, qui vient de m'écrire, qui dit puis les régions. Parce qu'on parle peu des régions. Hein? On veut travailler dans un grand centre. J'aimerais ça aller travailler pour Radio-Canada ou CTV à Toronto, puis Québec, etc. Mais il y a un paquet de jobs. Est-ce qu'un de vous a eu l'occasion de travailler en région et qu'est-ce que vous répondez à nos jeunes aujourd'hui qui vont obtenir leur diplôme dans 1 an ou 2 et qui risquent de se faire offrir un job à Timmins ou en Gaspésie ou à Jonquière, etc.? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, vous y allez en Gaspésie, puis à Timmins, puis à Jonquière. Parce que si vous êtes très, 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 très chanceux, à 22 ans, 23 ans, parfait, il y a un grand média à Québec, à Montréal, qui va vous embaucher. Mais probablement que vous allez devoir faire vos classes ailleurs. Moi, j'ai été chanceux, Pierre, parce que oui, j'ai travaillé à Ottawa, à Montréal, mais Ottawa, c'est dans ma business, c'est pas un marché régional, mais c'est pas Montréal. OK? Le gros marché, c'est Montréal. Mais quand je suis sorti de l'université, je pensais avoir été sélectionné pour le stage d'été à la presse. J'étais certain, là. Marc Blouin, ma professeure, m'aidait. Les échos qu'elle avait étaient bons. Et le jour de mon déménagement, sur la rue Daly, je reçois une lettre qui dit « Non, vous n'êtes pas pris ». Mais je suis allé travailler à Hawkesbury le lendemain. Et avant ça, j'avais accepté une job, je pense, à Regina ou quelque chose comme ça, dont j'ai dû me désister parce que je n'avais pas encore eu ma réponse pour le stage de la presse. Mais j'étais prêt à le faire. Et le message, c'est ça. Plutôt que d'attendre la grosse job que vous voulez, vous prenez les jobs qu'on vous offre. Et de là, petit à petit, vous travaillez, vous avancez là où vous voulez aller. Si c'est d'être correspondant parlementaire qui vous intéresse, c'est parfait. Si vous voulez être journaliste dans un hebdo en région, c'est parfait. Mais positionnez-vous. Il y a des jeunes, des fois, qui veulent la job et qui ne feront rien avant ça. Je ne dis pas que c'est répandu, mais j'ai entendu ça parfois. C'est aussi bien de commencer là où on va t'offrir une job et de prendre de l'expérience. Comme ça, à la prochaine opportunité, tu vas avoir déjà de l'expérience du coffre et petit à petit, tu vas avoir, disons, plus de choix. Donc, oui, les régions, c'est important. Il y a des médias régionaux. Moi, j'encourage tous les jeunes qui commencent à faire un peu de région, ne serait-ce que pour voir une réalité différente que celle à laquelle tu es habitué. Si je peux ajouter, si la question était aussi, est-ce qu'il y a des jobs dans nos secteurs, dans les régions, parce qu'évidemment, on est dans les gros centres, fait que je la prends un peu à l'envers. Je vous donne un exemple vécu. Chez nous, chez TACT, on a trois personnes qui travaillaient chez nous à Québec et à Montréal, qui voulaient retourner chez eux, qui sont des gens extrêmement compétents. Des gens compétents, là, on les veut. Fait qu'on on est capable de faire beaucoup d'aménagements et d'être extrêmement flexible pour les garder chez nous. Donc, et dans les 2 cas, ce sont des jeunes qui ont fait des stages chez nous et qui, après, on les a embauchés. Et après 1 an et demi chez nous, les 2 voulaient retourner dans leur région. Donc, il y en a un qui était à Sherbrooke et il y en a un qui était à Victoriaville. Et les 2 continuent à travailler chez nous. Et la COVID est un exemple qui, en fait, ça accélère beaucoup les choses. Mais tu sais, on n'était pas sûr, est-ce que ça va fonctionner le télétravail avec les clients, comment on va faire et tout ça. Avec le genre de travail qu'on fait, on le voit avec la COVID, s'ils ont besoin, ils vont venir à Montréal ou ils vont aller à Québec une fois de temps en temps, mais dans la mesure où vous êtes extrêmement compétent, vous êtes bon et que vous êtes dévoué, que vous avez dit oui et qu'on connaît bien votre valeur, je pense que c'est possible. Il y en a plein de jobs en région qui peuvent être intéressants en communication, mais c'est possible aussi d'avoir un poste satellite d'une organisation qui est à l'extérieur de la région. Tout à fait. Je vais vous lancer une des questions qu'on reçoit d'une de nos participantes qui dit, et je traduis librement, oups, ça vient de bouger, qu'elle remarque que, because la pandémie, de nombreuses conférences de presse maintenant se font de façon virtuelle, que les gens, depuis plusieurs années, j'arrête de dire de plus en plus, parce que ça ne veut absolument rien dire, les gens, depuis plusieurs années, obtiennent des contenus d'information, de divertissement, etc., de façon non payante. La question
do you have any insights or predictions for the trajectory of media in Québec, au Canada, dans un écosystème aussi chamboulé que celui dans lequel on est présentement, avec les Spotify, Pat à la radio, puis Manon aussi, j'ai des questions plus spécifiques qui viennent de la salle pour toi. Comment vous concevez ça, vous, l'avenir, disons, dans 10-15 ans des médias? Parce que la pandémie, je pense, va être avec nous encore pour quelques semaines. Ça risque de laisser des traces. Partagez, s'il vous plaît, votre vision, votre perspective de ça. Mon Dieu, if I knew, I'd be rich. Exactement. Parce que you don't know anything about the future. You know, you might have an idea of where things are going. 25 years ago, I had classes with you. We were talking about the electronic superhighway. Exactly. We had an inkling of what it would look like, but nobody could predict Facebook. I used to, you know, in the early years of my career in Montreal, I remember doing a piece about those search engines. Google was just one of those. And Google was just a search engine. It's much more than that now. So my advice is don't try to anticipate the future. Diversify your skills. It's the same thing as investing, I think. When you're investing, you want to diversify. When you're investing in yourself, diversify. Don't do just one set of, don't have one set of skills. I saw myself as a print reporter, and I thought I'd be a print reporter all my life. I mean, I almost despised TV reporters. I mean, I had metabolized even as a student that, you know, in the food chain, newspaper reporters are up there. And I do all kinds of stuff right now. And so diversify, whatever you're doing. If you're a versatile kind of individual, if you can do lots of things, you're going to adapt. Your skills are going to be needed. If you do one thing, well, if you do only newspapers right now, and you can't speak in front of a camera, you damn well be very, very good at newspapering. Ouais. Manon, would you like to add anything? Peut-être juste rapidement, de façon plus précise sur le contenu commandité. Parce que nous, quand ça commençait à être la mode, le contenu commandité, là, on se demandait, mon Dieu, oui, qu'est-ce qui va arriver des médias, mais on se demandait, nous, éventuellement, notre rôle, quel sera-t-il? Puis vous avez peut-être vu, vous connaissez possiblement Slingshot, qui est au Québec, une agence qui s'occupait des influenceurs et tout ça, qui ont fermé, annoncé qu'ils fermaient il y a quelques semaines. La COVID nous a rappelé à quel point, oui, le contenu commandité va continuer à exister, mais le hard news demeure extrêmement important, particulièrement quand on est en gestion de crise comme maintenant. Donc, ce que le contenu commandité peut faire, c'est pour vrai, pour nous, finalement, c'est un canal de plus. Il y a, quand on a besoin d'avoir un message et de rendre notre message au public, il y a évidemment tous les médias, mais il y a sinon un canal de plus qui est le contenu commandité, bien évidemment. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nous, on n'est plus capable de faire notre métier comme on le faisait il y a 3, 4, 5 ou 10 ans. Donc, vous parlez des conférences de presse, c'est de plus en plus rare. Puis, avoir une nouvelle qu'on va pousser à l'ensemble des journalistes, ça n'existe à peu près plus. Si on veut faire une nouvelle que tout le monde va couvrir, à moins d'être le Canadien de Montréal et encore par les temps qui courent, bonne chance. Donc, il faut être extrêmement à l'affût, en fait, de quel journaliste, quel chroniqueur couvre quoi pour être capable d'envoyer au chroniqueur. Je prends l'exemple de Pat qui fait souvent des chroniques sur l'éducation. C'est sûr que chez nous, si on a une histoire qui touche l'éducation, Pat va être en haut de la liste des chroniqueurs qu'on va appeler. Donc, c'est nos interventions, à cause de tout ce qui était en contexte dans votre question, nos interventions, elles sont beaucoup plus précises et beaucoup plus chirurgicales qu'elles étaient même, je vous dirais. Juste un dernier commentaire là-dessus, parce que pour moi, évidemment, j'associe toujours, quand on pose des questions sur l'avenir, comme le fait cette question-là, la fameuse phrase de Yogi Berra, « The future ain't what it used to be ». Et toute la notion aussi d'être, le terme anglais qu'on utilise, « to be nimble », être capable de se retourner Saint-Dicenne, évidemment. Et je pense que ce que sont aujourd'hui les médias, ça demande énormément d'agilité. Pat, ton parcours est un bel exemple et ce que tu nous as révélé. Je reviens avec d'autres questions tout à l'heure de notre salle. Là, on va jouer à de la fiction un peu. On va se projeter.
imaginez le doyen Kevin Key, qui vous a entendu aujourd'hui et qui a été vivement impressionné par la pertinence de vos propos. Et puis là, en consultation avec Isaac, le professeur Dupont, Bonneville, etc., vous confie un mandat. Il dit, vous, mes deux experts, vous nous connaissez, vous êtes de la famille. J'aimerais que vous nous conseilliez pour mettre à niveau notre programme, pour que la prochaine génération et les prochaines générations de diplômés soient vraiment des tops, qui soient habilités pour s'intégrer aux demandes du marché, etc. Vous, là, dans votre sommaire exécutif, là, parmi les 2, 3, 4 bullets les plus marteaux, ça serait quoi qu'un programme de communication circa 2020-2025 devrait avoir comme fondement incontournable? Il va vous payer en dollars canadiens en plus. Vas-y, Manon. J'espère que mon feed ne sera pas coupé soudainement, mais bon. Puis, en fait, je m'essaie, mais je ne sais pas de quoi a l'air le programme maintenant. Donc, peut-être que ce que je vais dire est un peu caduc parce que ça date un peu, évidemment, mon expérience date un peu. Mais moi, honnêtement, là, ce qui aurait fait que mon programme aurait été encore plus extraordinaire et surtout m'aurait mieux préparé pour le marché du travail, c'est du contenu plus pratique. Je ne me rappelle pas, moi, mon bac, d'avoir eu beaucoup de gens de l'extérieur qui sont dans le secteur privé, qui travaillent en relations publiques ou en communication, venir nous faire des conférences ou venir répondre à nos questions, venir nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur des murs de l'école. Fait qu'un côté un peu plus pratique, puis je le sais qu'il y a beaucoup d'autres, il y a des universités concurrentes ou en fait des collègues d'université qui peuvent le faire. On est souvent, nous, appelés pour aller faire des conférences ou aller faire des témoignages ou des fois juste répondre à des questions. Ça m'est déjà arrivé on s'assoit pendant 1 heure puis on se fait lancer des questions. C'est, bon, évidemment, c'est pas comme un programme de stage coopératif, mais ça amène un côté pratique qui pourrait, dans mon souvenir en tout cas, aider un peu à préparer pour le marché du travail. Pat, je sais que c'est des questions un petit peu assassins, là. On vous demande non, un peu. mais moi, il y a une chose, puis comme disait Manon, je ne connais pas le programme actuel, OK? Donc, le côté pratique, pour moi, il consiste à peut-être faire des stages. Ça peut être des stages d'observation. Ça peut être d'avoir des conférenciers qui viennent à l'université et qui nous parlent de ce qu'est le métier aujourd'hui. Par contre, moi, je me souviens d'avoir fait des cours de journalisme électronique. Juste une seconde, bougez pas. Alors, c'est la magie du direct. Tout à fait. Manon, il y a des questions, plusieurs en fait, qui viennent là-dessus. Peux-tu mettre ça au frigo? Qui viennent de femmes et qui disent, est-ce que tu sens, toi qui as fait ta carrière comme femme d'affaires, est-ce que tu sens que la situation dans les dernières 25 années s'est nettement améliorée en faveur du positionnement des femmes dans les relations publiques, notamment, et comme gestionnaire d'entreprise? Mon Dieu, j'aimerais tellement ça te répondre. Hey, oui, c'est super, ça s'est vraiment amélioré. En fait, il y a comme 2 affaires. Les filles en relations publiques, il y en a beaucoup. Fait que je pense que la situation des filles en relations publiques, ça allait. L'enjeu, il est plus sur la crédibilité qu'on accorde aux femmes je te dirais, dans le milieu des affaires en général, mais même, si je pourrais faire une passe sur la palette à Pat et lui dire, même dans le milieu des médias, c'est un enjeu qui revient tout le temps. Comment ça qu'il y a plus de gars qui sont animateurs, chroniqueurs et tout ça. Donc, je pense que l'enjeu n'est pas juste dans le secteur des relations publiques, il est beaucoup plus large. Et je me rappelle d'une citation célèbre de Pierre Bélanger que tu ne sais pas, alors tu ne sais pas du tout ce que je vais te sortir. Au bac, on avait vu une pub de, je pense que c'était Budweiser ou je ne sais pas quoi, puis tu nous avais expliqué que le public cible était différent. Et la pub, c'était une femme on voyait des gars qui buvaient de la bière, et il y avait une femme dans la pub, et le slogan, c'était quelque chose du genre comme « La femme never was one of the boys and never wanted to be ». Mais pour moi, c'était comme, mon Dieu, une révolution. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, je trouve qu'il y a dans le monde des affaires maintenant, il y a plus de place pour ne pas être un gars. Là, je mets des parenthèses pour avoir des caractéristiques qu'on attribue de façon naturelle aux hommes, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Pat, avant je suis de retour. Vas-y, oui. OK. Je parlais avec un dirigeant d'un grand groupe média la semaine dernière. Je demandais, puis avec la COVID, vous autres, est-ce que ça change votre management, etc.?
avant de vous donner sa réponse, j'aimerais vous demander, sentez-vous, vous, que la COVID, sur le plan, Pat, du casting tient dans les médias et Manon aussi dans les relations publiques et tous les mouvements de MeToo puis Black Lives, sentez-vous que ça développe de l'attraction, que ça provoque des changements chez nous au Québec à l'intérieur des micro-milieux dans lesquels vous opérez? Pour ce qui est de la COVID, c'est sûr, parce qu'il n'y a plus de salle de rédaction opérationnelle à la presse présentement. Là. On est tous en télétravail depuis le mois de mars, ou presque. Il y a quelques personnes qui vont à la presse là, de façon ponctuelle. Donc ça, moi, j'ai des craintes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de milieux où on peut faire du télétravail, mais il y a dans une salle de rédaction, il y a beaucoup de petites choses impondérables qui surviennent parce qu'on se croise, parce qu'on se parle, parce qu'on a des échanges, parce que j'entends un collègue qui parle d'un dossier, puis je lui dis « Hey, je connais quelqu'un qui travaille à cet endroit-là si tu as besoin », etc. Donc ça, c'est une crainte, mais on va revenir pas comme avant. Je pense que, comme plein d'autres entreprises, la presse va s'organiser pour avoir un petit noyau dur de gens qui sont dans un endroit partagé, puis il va y avoir plus de télétravail. Donc, ça je dirais que c'est une des choses. L'autre effet, c'est que ça nous fragilise. Moi, ma grande crainte pour les médias, ce n'est pas la créativité, ce n'est pas l'ingéniosité, ce sont les revenus. Donc, pour la presse, je ne sais pas ça va être quoi l'effet à long terme de cette pandémie, parce que si tu as 20 des entreprises qui crashent, est-ce que ça veut dire qu'on perd 20 de nos annonceurs? Je ne le sais pas. Mais perdre 20 de nos annonceurs, ces jours-ci, c'est dur. Moi, Manon, vas-y. Oui, juste pour compléter sur il y a un bout de ta question sur ce que peut changer la COVID. Nous, ce qu'on a vu, c'est il y a, puis là, vous allez comprendre l'expression, mais il y a comme plus de lousse, dans le sens où on est capable de faire des pitchs médias maintenant. Tout le monde a moins de temps, donc tout a besoin d'être moins liché, moins organisé. Vous avez vu des entrevues à la télé, tu sais, Pierre, je regarde où est-ce que tu es. Tu pourrais faire une entrevue à la télé comme ça. Maintenant, c'est accepté. Tu sais, il y a un an, il aurait fallu que ton décor soit un petit peu plus soigné. Là. Tu sais, quoique c'est très joli, c'est pas ça, mais tu sais, sur la façon d'aseptiser les choses, il y a plus de lousse un peu, puis je pense que ça va rester. D'avoir un peu, ça nous permet d'être un peu plus agile. Ça permet, dans notre cas, de proposer à des journalistes de faire une entrevue avec un de nos clients qui ne peut pas se déplacer en studio, qui, on parlait tout à l'heure des régions, c'est un spécialiste qui est en région, ils vont le prendre de cette façon-là, il n'y a pas d'enjeu. Donc, on est un peu plus agile et je pense que c'est quelque chose qui va un peu rester. L'autre chose j'aimerais que ça reste, voyons voir si ça sera le cas. Nous, on a plein de clients, on a fait plein de campagnes avec plein de clients depuis le printemps dernier, à qui on recommande toutes sortes de choses, mais entre autres, on ne fait pas de pub, mais ils nous demandent de l'avis sur, ils font des campagnes s'ils mettent de la pub. Nous, on a beaucoup le discours de faut encourager les médias québécois. Mettons que ce discours-là a été beaucoup plus écouté, mieux reçu et beaucoup plus écouté, je vous dirais, dans les derniers mois. Parce qu'évidemment, je comprends que pour des organisations, des fois, entre mettre des sous pour faire passer un message sur les grands Facebook et tout ça, ou dans certains médias québécois, des fois, bon. Mais là, il y avait une espèce de solidarité de l'ensemble du secteur des affaires au Québec pour être capable de... les gens se sentaient plus concernés, en fait, par l'impact potentiel sur les médias, je te dirais. Pierre, si tu me permets, quand tantôt j'ai dû sortir 30 secondes, you were putting us through a simulation. You know, if we had a consulting mandate with the faculty as to what the program should look like. I don't know what the program should look like. I just know one thing. Technical skills, you can learn on the job. The tools to do editing, to do filming, they will change. I'm not sure that, you know, insisting on that part of the craft in university is that much of a plus, okay? What you need is have a broad conscience of what the sector you're going to work in comes from,
is principles of communications, such as what is propaganda, what are the, who invented, the means of communications right now? What are the aims of these means of communications? What are the great theories around TV, internet, and stuff like that? That you need to know. You also, and I know this is not the university's mandate, but you need great writing skills. Whatever you're going to do, when you come out of university, when you go out into the world, you must write clearly, and you must have, les fautes, t'es plus supposé de faire de fautes quand tu sors de l'université. And I'm saying that, and it seems a given, but it's not. So that's the second part. And the third part is whatever happens in your field of work, be it public relations, journalism, whatever, your foundation will always be your general culture. You must know as much stuff about as much areas as you can. And I don't know how a communications program can instill that in students, but it's still important. This is more important to me than learning what is the latest, than mastering what is the latest editing software. The editing software will change, and you will learn it on the job. I mean, when did World War III stop and started? This will not change. Having a broad general culture will help you in many ways in all your career. Merci. We hear a lot, and have been for the last 10 years, about the famous FANG, or les GAFA en français, Facebook, Amazon, Netflix, and everything, and the damage that they're allegedly causing to established media. If we leave them aside for a minute, because there should be some regulation coming down the pipes in Canada, we hear, or at least there's an inclination to regulate these people to a certain extent. Can you guys imagine any other significant disruptor in journalism, media, or in public relations in a foreseeable future? Are there any threatening forces out there that are likely to change the order of things as we know them today? Again, my answer would be, if I knew, I'd be rich. And this is what keeps me up at night, awake at night. How are we going to finance quality journalism if the old model keeps on fragmenting, keeps on fading away? It used to be that, a newspaper would be one of the only places you could place ads. Exactly. And by a trickle-down effect, you would have unperfect journalism, but robust journalism. Nowadays, I mean, La Presse is relying on advertising, but we're also relying on donations from our readers, and that's a tribute to the brand. And we're also asking for public help. It used to be that only CBC would have and Radio-Canada would have public help, public subsidies. If we want newspapers, we're going to need some kind of public funding in the foreseeable future. Otherwise, you're going to lose these outlets. And mostly because of the FANGs, in your mind? Mostly. I mean, they've invented the great model where you can target advertising, which is great. But, I mean, take, for instance, how you finance TV shows in this country. The richest actors in the television ecosystem are the ones who own the cable companies.
And, there was a system, we set up a system where those companies, the Rogers, Videotron, and co, they had to give a portion of their revenues so that TV shows from Canada made by Canadians could be put on air. I think we need a model like that with the GAFA, with the Google, the Facebook, Amazon, and everything. They have to finance part of the information ecosystem. Part of the money is there. Yeah, part of the solution too, yeah. Manon, in your field, public relations, do you have this ghost hanging over your head that is threatening your business or your field? On n'a pas le même. Moi, oui, tous, parce qu'évidemment, nous, si les médias n'existent plus, on est moyennement utile. En même temps, il y a plein d'autres canaux qui existent où on peut être utile. La préoccupation qu'on a chez nous, je te dirais, c'est plus la façon dont les algorithmes sont faits. Tu te fais de plus en plus pousser des idées qui sont comme les tiennes. Donc, tu es de moins en moins mis en contact avec des idées ou des réflexions qui sont différentes des tiennes. Donc, l'enjeu finit par être la façon dont on présente les choses, parce qu'il faut être capable de passer le message aux gens, il faut être capable de se rendre. Et si, à prime abord, les gens ne t'écoutent pas parce que la façon dont tu présentes ton message ou le contenu de ton message, la façon dont tu l'amènes va à l'envers de ce qu'ils voient dans les GAFA et ce qu'ils se font pousser comme information, tu n'as aucune chance que ton contenu se rende. C'est pas pour rien là, que je vais partir une polémique, mais tu sais, mettons qu'actuellement, les masques et les anti-masques, il y a des gens là-dedans pour qui l'information ne se rend pas, puisque l'information qu'ils ont ou celle qu'ils vont croire, c'est celle qui vont se faire pousser dans des réseaux parallèles aux médias traditionnels. Donc ça, c'est une grande préoccupation. Le financement aussi, mais plus que le financement à moyen court terme, je te dirais, c'est cette espèce de pensée unique-là où ça devient de plus en plus difficile de présenter des messages qui sont différents de ce qui existe actuellement. Ça, c'est une préoccupation qu'on a chez nous. Merci. Je voudrais rappeler à nos participants, là, ceux qui sont à la maison ou au bureau, que vous pouvez bien sûr nous adresser des questions pour nos deux conférenciers sous l'onglet Q&A. J'ai une question que je trouve intéressante parce qu'elle est complètement opérationnelle. Toute la question du mentorat, tu sais, l'espèce du Big Brother, etc. Pas tellement votre expérience passée parce qu'on vous l'avez largement partagé avec nous, mais aujourd'hui, au sein de vos industries, quelle est l'importance relative du mentorat, de l'encadrement de la prochaine génération? Est-ce que ça existe et dans quelle mesure? Écoute, chez nous, on est, tu l'as dit, 70, 72, je ne sais plus, là, et on a un modèle d'affaires un peu différent, c'est-à-dire que chez nous, on n'est pas très hiérarchique. Je n'ai pas un VP, 3 directeurs, 4 conseillers. On ne fonctionne pas comme ça, on fonctionne de façon beaucoup plus organique, on fonctionne par mandat. Donc, les gens vont travailler avec des équipes différentes, tout dépendant des mandats sur lesquels ils vont travailler. Donc, oui, le mentorat est extrêmement important chez nous et l'encadrement, pas la hiérarchie, mais vraiment l'encadrement pour être capable d'accompagner les gens. Nous, on a mis en place un programme de binôme. Donc, quand les gens commencent à travailler chez nous, particulièrement les jeunes, ils ont un binôme, donc quelqu'un dans l'organisation qui est de leur niveau ou juste un niveau avec un peu plus d'expérience. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là. Quand on arrive en agence, là, il n'y a pas, quand les gens commencent chez nous, ils ont un kit là, d'arriver, là, mais tu n'as pas un boss qui va s'asseoir avec toi et qui va te dire voici ton horaire pour les 3 prochaines semaines. Parce que, comme je disais, chez nous, en agence, ça n'existe pas, ça rentre de partout. Et c'est ce qui fait que c'est extraordinairement fun de travailler en agence, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille comme l'autre. Donc, à cause de ça et à cause du modèle qui n'est pas très hiérarchique, forcément, chez nous, le mentorat et l'accompagnement, en fait, de façon plus large, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais pas dans une option hiérarchique, là, vraiment dans une option d'accompagnement, en fait. Si tu avais, juste pour le plaisir de la question, si tu avais à nous donner une indication par année, vous accueillez combien de jeunes apprentis à l'intérieur de vos murs? Écoute, calcul, on est 73, puis on existe. Écoute, je te dirais qu'on doit embaucher des jeunes, là, mettons, en bas de 25, on doit en embaucher par année, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas, 10 peut-être? Quelque chose comme ça, autour d'eux. Des années, c'est plus, des années, c'est moins, mais tu vois, là, on fait une annonce demain, on en a 7 nouveaux, là, même en temps de COVID. Là. Donc, ouais.
Parce que j'imagine qu'une industrie comme la vôtre, il y a ce qu'on appelle un taux de roulement, là, un churn qui est quand même significatif, non? Je touche du bois, là, parce qu'on a une équipe fabuleuse et je veux la garder. On a un des taux de roulement les plus bas en agence, je te dirais. Puis c'est un peu cette façon de travailler là où qui n'est pas hiérarchique et on n'est pas fermé en secteur, en silo. Fait quelqu'un qui commence chez moi en relations publiques et qui, pendant qu'il travaille chez nous, découvre que la gestion de crise, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qu'il adore, il peut aller faire de la gestion de crise. Donc, on garde les gens plus longtemps chez nous parce que les apprentissages peuvent être à l'infini compte tenu de l'ensemble des secteurs qu'on a et compte tenu du fait que les gens ne sont pas pris dans un secteur. Là. Patrick, ton expérience de chez Cogeco jusqu'à maintenant, à ce niveau-là? Je pense que dans le monde des affaires comme celui de Manon, il y a davantage cette inclinaison à faire du mentorat puis à créer des structures, des plateformes de mentorat. En journalisme, j'en connais pas. Les mentors que j'ai eus, je suis allé les chercher moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais hésité à demander à des gens de me donner des conseils. Et quand on me le demande, je le fais tout le temps. Mais c'est beaucoup plus informel, je dirais. C'est peut-être une faiblesse de mon métier. Même à la presse, je sais qu'il commence, là, il y a une de nos journalistes retraitées qui est une journaliste émérite là, qui va faire une conférence devant les nouveaux. Mais ce n'est pas systématisé. Puis ça nous manque. Parce que mais la salle de rédaction, en même temps, quand elle est physique, sert à une transmission de connaissances par osmose. Et ça on est en train de perdre ça présentement. T'sais, on a un jeune journaliste qu'on a embauché il y a peut-être 2 mois. Il n'y a pas de salle de rédaction. Il est un peu... Je ne sais pas comment il est encadré. J'imagine qu'il y a une façon. Mais en journalisme, je pense que c'est un des travers du métier. Oui, quand on disait plus tôt pendant la discussion, là, de chercher des opportunités, de réagir rapidement au changement, je pense qu'on est effectivement plongé profondément dans ce type de situation. Le temps avance. Je veux vous remercier, Patrick et Manon, de nous avoir accordé de votre précieux temps. Je vous dirais ça sur une note personnelle. Je trouve que vous nous rendez extrêmement fiers, les gens du département de communication, les profs, parce que vous donnez du sens à notre travail. Pour la très grande majorité d'entre nous, c'est des choix de carrière, c'est des choix de vie. On aime, on est passionné par ce qu'on fait. Et de voir qu'il y a des cas comme les vôtres qui excellent dans leur milieu 25 ans plus tard, je trouve que c'est le plus beau cadeau que le métier peut nous apporter. En mon nom personnel, je vous remercie. Je vais laisser les mots de la fin à notre directeur Luc Bonneville. Je vous remercie de façon plus officielle. Merci encore. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Alors, merci à vous trois vraiment pour ces échanges captivants. Thank you so much for this inspiring exchange of ideas. En terminant, j'insiste, je vous remercie très chaleureusement, Madame Genet, Monsieur Lagacé, vraiment un très gros merci pour votre générosité et votre temps aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré les circonstances exceptionnelles qui ont entouré cette édition de la Conférence des diplômés en communication, notre doyen en a fait mention au tout début, ce fut un privilège de pouvoir vous entendre sur des sujets si importants pour nos futurs professionnels en communication. Je tiens également à vous remercier, étudiants, étudiantes, diplômés. Vous étiez très nombreux, très nombreuses. Merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre. Once again, thank you for joining us today and have a wonderful rest of your day. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Cheers. Bye. Merci. Bye.